J'ai reçu un email anonyme avec des photos de mon mari entrant dans un appartement. J'ai laissé les photos sur la table. Quand il les a vues, il s'est effondré, tremblant. Il est arrivé, les a vus et ses jambes se sont dérobées. Il a murmuré en tremblant, « Qui t'a envoyé ça ?» Je m'appelle Opel Mercé, j'ai 38 ans, et j'ai passé les 12 dernières années marié à un homme qui prétendait que son plus grand secret était qu'il aimait vraiment le cake aux fruits de ma mère à Noël. Il s'avère qu'il avait de plus gros secrets. Bien plus gros. J'ai imprimé les photos, toutes les 6, des tirages brillants de haute qualité en 20x25 qui m'ont coûté $32 au bureau FedEx de l'avenue Marmont. Si j'allais confronter mon mari au sujet de sa maîtresse apparente, j'allais le faire avec une mise en scène soignée. Je les ai disposés sur notre table de salle à manger en une grille parfaite, 2 rangées de 3, comme une exposition dans une galerie intitulée « Les aventures du jeudi soir de Forrest ». J'ai même ajouté un petit écriteau que j'avais fait avec mon étiqueteuse, série multimédia, Déception 2024. Quand Forrest a franchi la porte ce soir-là à 20h47, en retard comme d'habitude de son happy hour de réseautage avec l'équipe des RH, il a vu l'installation et a littéralement trébuché. Sa mallette a heurté le parquet avec un bruit sourd qui a probablement réveillé le chat de nos voisins 3 maisons plus loin. Opel. Sa voix est sortie étranglée, comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Qu'est-ce que... Qui t'a envoyé ça? J'étais assise dans le salon, parfaitement positionnée pour voir son visage dans le miroir de la salle à manger. J'attendais depuis 2 heures, sirotant le même verre de Pinot Grigio, le regardant devenir tiède et imbuvable. Ça en valait la peine. Est-ce que ça a de l'importance? J'ai gardé ma voix calme, conversationnelle, comme si nous discutions de ce qu'on allait commander à emporter. Je suis plus intéressé par qui vit dans cet appartement. Celui au 847 Lexington Avenue, appartement 3B. J'ai vu la couleur quitter son visage. Vraiment quitter, comme si on avait tiré une bonde. Il est passé de son teint normalement vermeil à la couleur de nos murs crème en environ 3 secondes. Ce n'est pas. Je peux expliquer. Il s'est avancé vers la table, les mains tremblantes en prenant une des photos, celle du 17 octobre. J'avais écrit la date au dos. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Je me suis levé, j'ai posé mon verre de vin avec un soin délibéré sur le sous-verre, car même en plein milieu de la découverte de la trahison de votre mari, on ne laisse pas de rond de verre sur de beaux meubles. Parce qu'on dirait que tu rends visite à quelqu'un régulièrement le jeudi soir. Ce qui est intéressant, car le jeudi soir, c'est quand tu es censé avoir tes happy hours habituels avec le département des RH au Burke Street Pub. J'ai appelé le Burke Street Pub la semaine dernière. Ils ne font pas de happy hour le jeudi. Ils sont fermés le jeudi. Depuis 6 mois. Depuis qu'ils ont commencé à rénover leur cuisine. La mâchoire de Forrest bougeait, mais aucun son n'en sortait. Il ressemblait à un poisson qui venait de réaliser qu'il n'allait pas être relâché. J'ai appelé ton collègue Marcus, ai-je continué, entrant maintenant dans la salle à manger, me tenant de l'autre côté de la table. Les photos entre nous, comme des preuves dans un procès pour meurtre, ce qu'elles étaient en un sens, le meurtre d'un mariage. Un type charmant. On a eu une super conversation sur le football universitaire. Il était très confus quand j'ai mentionné les happy hours du jeudi. Il a dit que l'équipe déjeunait généralement le mardi chez Panera. Opel, s'il te plaît. J'ai aussi vérifié nos relevés bancaires. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application bancaire que je rafraîchissais obsessionnellement depuis 3 jours. Tu as retiré $200 en espèces chaque jeudi depuis 6 mois. Au distributeur de l'avenue Lexington, juste en face de cet immeuble. Son visage est passé de la couleur des murs crème à celle du plafond gris cendre. Nouvelle couche de peinture. Même toile coupable. Qui est-ce? Ma voix s'est légèrement brisée sur le « ce ». J'ai détesté ça. J'ai détesté lui donner la satisfaction de savoir qu'il m'avait blessé. Mes 12 ans de mariage ne s'évaporent pas simplement parce que votre mari s'avère être un menteur et un tricheur. Ce n'est pas ce que tu penses. Il a reposé la photo, les 2 mains agrippant le bord de notre table de salle à manger. La table que nous avions choisie ensemble à cette vente de succession à Biltmore Village. La table où nous avions organisé le dîner de Thanksgiving pour ses parents il y a à peine 2 semaines. Je n'ai pas de liaison. J'ai ri. Un rire authentique, légèrement déséquilibré, qui a résonné sous notre plafond voûté. Oh, ça promet. S'il te plaît, éclaire-moi.
Qu'est-ce que tu fais exactement dans cet appartement tous les jeudis soirs si tu ne couches pas avec quelqu'un? Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ses jointures étaient blanches sur le bois sombre de la table. La sueur perlait sur son front malgré le fait que notre maison était à une température confortable de 20 degrés Celsius. Je participe à un groupe de soutien pour le deuil, a-t-il finalement murmuré. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois, j'ai traité les mots. Un quoi? Un groupe de soutien pour les personnes qui ont perdu leur conjoint. Il ne voulait pas croiser mon regard. Ça se réunit dans l'appartement de Sylvie Patterson. C'est une veuve. Elle a perdu son mari il y a 8 mois dans un accident de voiture. Elle a créé le groupe pour aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Les mots flottaient dans l'air entre nous comme de la fumée. Je sentais mon cerveau essayer de calculer ce qu'il disait, d'essayer de le faire correspondre aux preuves devant moi. Tu participes à un groupe de soutien, ai-je répété lentement. Pour les veufs et les veuves. Oui. Un groupe de soutien pour les personnes dont le conjoint est mort? Oui. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Son visage coupable, en sueur, paniqué. Ses mains tremblantes, la façon dont il ne pouvait toujours pas croiser mon regard. Et puis je me suis regardé. Mon corps bien vivant, mes mains qui venaient de finir d'opérer un berger allemand avec une déchirure du ligament croisé 3 heures plus tôt. Ma blouse, qui avait encore une petite tache de sang sur le genou là où je m'étais agenouillé pour réconforter le propriétaire anxieux du chien. Forrest, dis-je lentement, prudemment, comme si je parlais à un cheval effarouché. Je ne suis pas morte. Je sais. Alors pourquoi? Je me suis arrêté. La prise de conscience m'a frappé comme une fléchette tranquillisante. Soudaine et désorientante. Oh mon Dieu, tu leur as dit que j'étais morte. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu leur as dit que j'étais morte, ai-je répété, plus fort maintenant. Tu vas à un groupe de soutien pour le deuil et tu racontes aux gens que moi, ta femme bien vivante, je suis morte. Opel. Comment? Le mot est sorti, tranchant, chirurgical. Comment suis-je morte, Forrest? Quelle est la cause de ma mort dans ta petite fantaisie? Accident de voiture? Cancer? J'ai glissé dans la douche? Trébuché sur un des chiens à la clinique? S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Oh, je veux que tu m'expliques. J'ai attrapé une des chaises de la salle à manger, je l'ai tirée, je me suis assise, j'ai croisé les jambes, j'ai joint les mains sur mes genoux comme si j'étais à une réunion parents-professeurs. Je veux que tu m'expliques exactement comment tu as pleuré ta femme morte pendant qu'elle était à la maison en train de faire des chirurgies d'urgence et de se demander pourquoi son mari n'était plus jamais là. Ça devrait être fascinant. Forrest s'est affalé sur la chaise en face de moi. Et j'ai regardé mon mari, mon partenaire de 12 ans, l'homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie comme dans la santé, se préparer à expliquer pourquoi il m'avait fait mourir 6 mois avant que je sache que j'étais morte. Et quelque part au fond de mon esprit, une petite voix a murmuré, ce n'est que le début. Forrest prit une inspiration si profonde que je crus qu'il allait hyperventiler. Ça a commencé il y a 6 mois. J'étais seul. Seul. J'ai répété le mot comme s'il était dans une langue étrangère. Tu étais seul, alors naturellement la solution était de me faire mourir et de rejoindre un groupe de soutien pour le deuil. Tu es toujours à la clinique, dit-il. Et il y avait ce ton génial dans sa voix qui me faisait mal aux dents. Tu travailles 70 heures par semaine. On ne se parle plus jamais. On ne fait plus jamais rien ensemble. Alors, si je comprends bien. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table. Au lieu de, je ne sais pas, suggérer une thérapie de couple ou de planifier un rendez-vous galant ou d'utiliser tes propres mots pour me dire que tu te sentais négligé, tu as décidé de simuler ma mort et de trouver du réconfort auprès de personnes réellement en deuil. Quand tu le dis comme ça. Comment devrais-je le dire, Forrest? Ma voix montait maintenant. Tout ce contrôle soigneux commençait à se fissurer. Tu as menti à des personnes vulnérables. Des gens qui souffrent réellement d'une perte réelle. Tu as utilisé leur douleur comme ta séance de thérapie personnelle. Ce n'est pas comme ça. Il passa ses mains dans ses cheveux, les faisant se dresser en épigras. Il ressemblait à un vendeur de voitures d'occasion désespéré dont le parc venait d'être saisi. Le groupe, il me comprenait. Il m'écoutait. Surtout Sylvie. Elle comprend ce que c'est que de se sentir invisible.
Et voilà. Sylvie. La veuve, bien sûr. Parle-moi de Sylvie. J'ai gardé ma voix égale, clinique, comme si je prenais les antécédents d'un patient. Comment te comprend-elle? Elle a tellement traversé. Ses yeux se sont réellement embués. Cet homme était en larmes pour le mari mort d'une autre femme alors que sa femme bien vivante était assise en face de lui. Son mari est mort dans un accident de moto sur l'autoroute 40. Il n'était marié que depuis 5 ans. Elle a du mal à savoir qui elle est sans lui. Tragique, dis-je d'un ton neutre. Et comment exactement as-tu expliqué ta relation avec moi? Ta femme morte? Ai-je eu une scène de mort dramatique ou as-tu simplement dit, elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée? Il a tressailli. Cancer. J'ai dit que tu avais un cancer. Cancer? J'ai hoché la tête lentement. Quel type? Est-ce que ça a de l'importance? Fais-moi plaisir. Quel type de cancer m'a tué dans ta petite narration? Pancréatique. Il ne me regardait pas, tu t'es battu pendant 8 mois, mais c'était trop agressif. La spécificité était en quelque sorte pire que le mensonge lui-même. Il y avait réfléchi, l'avait planifié, avait probablement cherché sur Google les taux de survie et les symptômes. 8 mois, dis-je. Donc, selon ta chronologie, on m'a diagnostiqué vers le mois de mars, quand j'ai eu cette promotion au poste de vétérinaire principal et que j'ai commencé à gérer la rotation des urgences. Son silence était une réponse suffisante. Waouh! J'ai vraiment ri, un rire sec et amer. Alors, quand je faisais des heures supplémentaires parce que j'avais enfin obtenu le poste pour lequel je m'étais démené depuis l'école vétérinaire, tu as décidé que c'était le signal pour me rayer du scénario. Très efficace. Je ne l'ai pas planifié. Il a levé les yeux alors, désespéré. C'est juste arrivé. La première fois que j'y suis allé, j'étais juste curieux. J'ai vu un prospectus au café. J'ai pensé que je pourrais peut-être comprendre ce que les familles des patients traversent quand elles perdent quelqu'un. Pour le travail, pour le programme d'aide aux employés. Bien sûr. Parce que les départements des RH ont vraiment besoin que leur personnel s'infiltre dans des groupes de soutien pour le deuil. Le sarcasme coulait maintenant, acide et incontrôlable. Développement professionnel très normal. Mais ensuite, j'ai commencé à parler aux gens, et ils étaient si gentils, si accueillants. Et quand quelqu'un m'a demandé ma situation, j'ai dit que ma femme était décédée, et soudain, tout le monde me prêtait attention, me demandait comment j'allais, prenait de mes nouvelles. Alors tu faisais du catfishing de deuil. Je me suis levé, j'avais besoin de bouger, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Notre quartier avait l'air si normal. La lumière du Porsche des Henderson était allumée. Quelqu'un promenait son chien devant les boîtes aux lettres. Pendant ce temps, à l'intérieur de notre maison, je découvrais que mon mari avait commis une usurpation d'identité contre ma propre existence. C'est ce que c'est. Du catfishing émotionnel. J'allais te le dire. Je me suis retourné vivement. Quand? À mon enterrement? Surprise, chérie. Tu n'es pas vraiment morte, mais ça fait 6 mois que je dis à tout le monde que tu le es. J'espère que tu n'es pas fâché. Je sais comment ça sonne. Vraiment? Je suis retourné à la table, j'ai pris une des photos, celle d'il y a 3 semaines. Parce que ça sonne comme si tu jouais au veuf pendant que je jouais à la vétérinaire, complètement inconsciente que je suis censé être 6 pieds sous terre. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où est-ce allé, Forrest? La question pesait lourdement entre nous. Ces réunions du jeudi soir, les $200 que tu retires chaque semaine. C'est pourquoi? Des fleurs pour ma tombe fictive? C'est pour les repas partage du groupe, dit-il si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. Et parfois. Parfois Sylvie et moi allions prendre un café après, juste pour parler. Elle m'a aidé à gérer mes sentiments. Tes sentiments à propos de ta femme morte qui est en fait vivante et qui opère d'urgence des Golden Retrievers avec des occlusions intestinales. J'ai posé la photo avec soin. Avec précision. Est-ce que Sylvie sait que je ne suis pas morte? Non. Est-ce que quelqu'un dans ce groupe sait que je ne suis pas morte? Non. Alors, tu as construit tout un cercle social basé sur un mensonge. J'ai compté sur mes doigts. Tu as soutenu émotionnellement une vraie veuve tout en prétendant être un veuf. Tu as accepté la sympathie et le soutien destinés à des personnes vivant un deuil réel.
Tu as dépensé de l'argent, notre argent, pour des repas partage afin de célébrer ta fausse femme morte. Et tu as pris des cafés avec une femme vulnérable qui pense que tu comprends sa douleur. Quand je l'ai exposé comme ça, même Forrest a semblé réaliser à quel point c'était spectaculairement tordu. J'arrêterai d'y aller, dit-il rapidement. Je leur dirai que je déménage. Que j'ai besoin de gérer les choses par moi-même. Ils n'auront jamais à savoir. Oh, ils vont savoir. J'ai pris mon téléphone. Parce que voici ce qui va se passer. Tu vas tout me dire. Chaque détail. Chaque personne de ce groupe, chaque mensonge que tu as raconté sur ma mort, sur notre mariage, sur ton statut de veuve tragique. Pourquoi? Parce que Forrest, tu ne vas pas t'en tirer en disparaissant dans le soleil couchant cette fois-ci. J'ai ouvert mon application de notes, créé un nouveau document intitulé simplement « La résurrection ». Tu m'as fait mourir. Maintenant, tu vas expliquer à tout le monde comment je suis revenu à la vie. Son visage est redevenu blanc. Tu ne peux pas. Tu n'oserais pas, mets-moi au défi. J'ai souri, et ce n'était pas un sourire gentil. J'ai passé 12 ans à être la femme solidaire pendant que tu te la coulais douce dans un travail que tu détestes, te plaignant de la dureté de ta vie alors que j'ai littéralement les coudes enfoncés dans les intestins d'un chien en essayant de sauver des vies. Tu sais ce que j'ai appris de toutes ces années de médecine vétérinaire? Il secoua la tête, muet. Parfois, l'infection est si profonde que la seule façon de sauver le patient est de retirer tous les tissus morts. Même si ça fait mal. Même si ça laisse une cicatrice. Je me suis penché sur la table, assez près pour voir la sueur perler sur sa lèvre supérieure. Considérez ceci comme le début de ton débridement, chérie. Je me suis redressé, j'ai pris mon verre de vin avec le Pinot Grigio tiède et imbuvable, et je me suis dirigé vers la cuisine. Où vas-tu? Sa voix s'est brisée sur la question. Chercher un verre de vin frais. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Parce que tu vas commencer à parler et je vais avoir besoin de quelque chose de plus fort que la déception pour traverser cette conversation. Et Forrest, je veux des noms, des dates, et chaque détail de la façon dont tu m'as assassiné. Parce qu'avant que tout cela ne soit terminé, tout le monde saura exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Derrière moi, je l'ai entendu se mettre à pleurer. De vraies larmes, pour lui-même, bien sûr. Pas pour moi. Jamais pour moi. C'est drôle comme certaines personnes ne pleurent que lorsqu'elles sont celles qui perdent quelque chose. Il a fallu 3 verres de Pinot Grigio et 2 heures, mais Forrest m'a finalement tout donné. Le groupe se réunissait tous les jeudis à 19h dans l'appartement de Sylvie. Il y avait 8 membres réguliers, bien que la participation fluctuait. Outre Sylvie, il y avait Margaret, 64 ans, dont le mari était mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Richard, 58 ans, qui avait perdu sa femme d'un cancer du sein. Linda, 52 ans, veuve d'un accident de voiture. Tom, 61 ans, dont le partenaire était décédé des complications du diabète, et 3 autres qui venaient sporadiquement. Forrest y participait depuis 26 semaines. 26 jeudis à prétendre que sa femme était morte pendant que sa vraie femme sauvait des animaux et se demandait pourquoi leur mariage semblait si vide. Il m'a montré son téléphone, le groupe Facebook privé appelé « Moving Forward Together », Asheville. J'ai fait défiler ses publications avec une sorte de fascination morbide, comme si je regardais un documentaire sur une espèce parasite. 3 avril. Aujourd'hui marque les 2 mois depuis que j'ai perdu Opel. Certains jours, le chagrin semble gérable. D'autres jours, il me frappe comme un camion. Merci à tous d'être mon espace de sécurité. J'étais à une conférence vétérinaire à Charlotte ce jour-là. J'ai fait une présentation sur les techniques chirurgicales innovantes pour la dysplasie de la hanche. J'ai remporté un prix de reconnaissance professionnelle. 15 mai. Opel aurait adoré ce temps printanier. Elle disait toujours que mai était son mois préféré. Elle me manque particulièrement aujourd'hui. En fait, mai est mon mois le moins préféré. Les allergies. Je suis misérable chaque mois de mai. Il ne le savait même pas 22 juin. Je prends un café avec Sylvie après le groupe ce soir. Ça aide de parler à quelqu'un qui comprend vraiment. Le 22 juin était notre anniversaire de mariage. Notre 11e anniversaire. J'avais fait une double garde parce que nous avions eu 3 chirurgies d'urgence consécutives. Il m'avait envoyé un texto disant qu'il comprenait, que nous fêterions ça ce week-end. Nous ne l'avons jamais fait.
Tu as construit toute une vie autour de ma mort, dis-je en posant son téléphone avant de le jeter contre le mur. Toute une identité. Le veuf tragique. L'homme sensible qui apprend à aimer à nouveau. Je sais que c'est mal. Mal ne commence même pas à le décrire, Forrest. J'ai sorti mon propre téléphone, ouvert mon application de messagerie. Mais voici ce que tu ne sais pas. Cet email anonyme que j'ai reçu. Il n'y avait pas que des photos. Son visage, qui avait commencé à reprendre des couleurs, est redevenu pâle. Il y avait un mot, très bref. Il disait, il a déjà fait ça. Appelez-moi. Je lui ai montré l'écran. Il y avait un numéro de téléphone. Je l'ai appelé cet après-midi, pendant que tu étais au travail, avant que tu rentres pour trouver ton installation artistique. Qui? Sa voix était à peine un murmure. À qui as-tu parlé? Elle s'appelle Joël. Joël Whitmore. Ça te dit quelque chose? La façon dont il a tressailli m'a tout dit. Joël vivait à Charleston. Il y a 3 ans, avant que nous déménagions à Asheville pour mon opportunité de travail. Je me suis levé, j'ai recommencé à faire les 100 pas. Le mouvement m'aidait à penser, à digérer. Tu te souviens de Charleston, n'est-ce pas? Où tu disais être si malheureux parce que tu n'avais pas encore trouvé ta voie professionnelle. Opel, je peux expliquer. Le frère de Joël est mort dans un accident de pêche. Elle a rejoint un groupe de soutien pour le deuil à son église. Et figure-toi, elle a rencontré ce charmant homme nommé Forrest qui avait récemment perdu sa femme d'une leucémie, cette fois-là. Tu devrais vraiment garder tes diagnostics fictifs cohérents. C'est plus facile à suivre. Je l'ai regardé s'effondrer, morceau par morceau, comme un château de sable à marée haute. Joël pensait avoir trouvé quelqu'un qui comprenait sa douleur. Vous êtes devenus proches. Très proches. Tu lui as emprunté $3000 pour des frais juridiques liés à la succession de ta femme. Sauf que ta femme n'était pas morte. Elle travaillait chez Charleston Veterinary Specialist et se demandait pourquoi son mari était si distant. Comment t'a-t-elle retrouvé? Demanda-t-il. Et j'ai presque admiré son audace. Il ne niait même pas, LinkedIn, Forrest. Réseautage professionnel. Elle essayait de te retrouver depuis 3 ans après que tu l'as ignorée et que tu as déménagé à Asheville. Imagine sa surprise quand elle a cherché ton nom et a découvert que ta femme morte était non seulement vivante, mais qu'elle avait une carrière florissante et un profil professionnel très public. J'ai souri sans humour. Elle surveillait tes réseaux sociaux. Elle a vu que tu avais été identifié dans un lieu ici, à Asheville. Elle a commencé à se renseigner dans les groupes locaux. Quelqu'un a mentionné t'avoir vu à l'immeuble de Sylvie. J'allais la rembourser. Avec quel argent? Les $200 par semaine que tu dépenses en repas partage pour obtenir de la sympathie? Je me suis rassise, j'ai croisé les jambes, canalisant chaque once de sang-froid que j'avais. Voici ce qui va se passer. Demain, c'est vendredi. Tu vas te déclarer malade au travail. Tu vas passer la journée à écrire une confession très détaillée. Chaque mensonge que tu as raconté, chaque personne que tu as trompée, chaque dollar que tu as pris. Tu ne peux pas m'obliger. Absolument que je peux. Parce que Joël, elle n'est pas ton seul problème. J'ai affiché un autre email sur mon téléphone. Pendant que tu pleurais à chaudes larmes dans notre salle à manger, je faisais des recherches. J'ai trouvé le groupe Facebook. J'ai envoyé un message privé à Sylvie. La couleur quitta son visage si rapidement que je crus qu'il allait vraiment s'évanouir. Je lui ai dit que j'étais une amie de la famille d'Opel Mercé. J'ai dit que j'avais récemment découvert des informations préoccupantes et que je voulais lui parler en privé. Elle a répondu en moins de 10 minutes. Je lui ai montré l'écran. Nous nous voyons demain pour le déjeuner au Tupelo au nez sur College Street. Tu ne peux pas, il se leva brusquement, la chaise raclant le parquet. Tu vas tout gâcher. Tout est déjà gâché, Forrest. Tu l'as gâché il y a 6 mois. En fait, tu l'as gâché il y a 3 ans à Charleston. Je ne suis que l'équipe de démolition qui vient déblayer les gravats. S'il te plaît. Et maintenant, il suppliait. De vraies larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, Opel. Je ferai n'importe quoi. J'arrêterai le groupe. J'irai en thérapie. Une vraie thérapie. On peut travailler sur notre mariage. Notre mariage? J'ai ri,
Un rire sec et froid. Forrest, tu m'as tué. Dans ton esprit, dans tes histoires, dans ton petit monde fantastique de groupe de soutien. Tu m'as assassiné pour pouvoir obtenir de l'attention et de la sympathie et toute la validation émotionnelle pour laquelle tu ne pouvais pas te donner la peine de travailler dans notre vraie relation. Il n'y a pas de mariage sur lequel travailler. Il y a juste un certificat de décès que tu n'as jamais déposé et une résurrection que tu n'as jamais prévue. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main sur le comptoir. Je vais chez Béatrix ce soir. Tu vas rester ici et réfléchir très attentivement à ce que tu as fait. Et demain, tu vas m'aider à réparer ça. Tout. Où vas-tu? La panique perçait dans sa voix. Parler à ma meilleure amie. Lui dire que son instinct d'il y a 6 mois était juste. Que quelque chose n'allait pas avec toi. Commencer à planifier comment nous allons gérer ce cauchemar que tu as créé. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai fait une pause avec la main sur la poignée. Oh, et Forrest, fais une valise. Parce que tu coopères ou non, tu ne vivras plus longtemps dans cette maison. Tu me mets dehors? Non. Je me suis retourné, lui adressant le sourire le plus froid que je pouvais. J'expulse un fantôme. Parce que selon toi, je suis la seule qui vit vraiment ici. Tu es mort il y a 6 mois. Tu te souviens? Quand tu as décidé que notre mariage ne valait pas la peine de se battre. Je suis sorti dans la nuit de novembre, laissant mon mari, mon futur ex-mari, seul avec ses mensonges. Béatrix vivait à 15 minutes dans un condo près du centre-ville. Je l'ai appelé en route, les mains tremblant tellement que j'ai failli m'arrêter 2 fois. Opel, il est presque minuit. Qu'est-ce? Il a dit aux gens que j'étais morte. Les mots sont sortis, bruts et déchiquetés. Il va à un groupe de soutien pour le deuil depuis 6 mois. Il prétend que je suis morte d'un cancer. Silence. Puis, je prépare du café. Conduis prudemment. Et Opel, apporte tout. Chaque bride de preuve. Parce que nous allons réduire son monde en cendres. J'ai raccroché, j'ai souri sombrement à mon reflet dans le rétroviseur. Forrest pensait qu'il était le seul à pouvoir jouer à faire semblant, mais il avait oublié quelque chose de crucial. Je suis vétérinaire. J'ai passé des années à apprendre exactement où couper pour enlever l'infection sans tuer le patient. Il était temps de voir si les mêmes principes s'appliquaient pour enlever un mari toxique d'un mariage mourant. Spoiler, oui. Béatrix et moi sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin. Sa table de salle à manger était couverte de publications Facebook imprimées, de relevés bancaires et d'une chronologie que nous avions construite sur un grand carton comme si nous résolvions un meurtre. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Mon meurtre, le fictif. C'est diabolique, dit Béatrix en nous versant plus de café, même si nous n'en avions absolument pas besoin. C'est de la manipulation de niveau sociopathe, et il l'a fait 2 fois. Que nous connaissons, j'ai encerclé Charleston sur notre chronologie. Qui nous dit qu'il n'y avait pas un groupe de deuil dans la ville où il vivait avant Charleston? Béatrix a sorti son ordinateur portable. Dans quelle ville vivait-il avant de te rencontrer? Savannah. Il travaillait pour une chaîne hôtelière là-bas. Je regardais ses doigts voler sur le clavier. Pourquoi? Parce que s'il est un simulateur de deuil en série, il y aura un schéma. Elle a lancé une recherche sur Facebook, a commencé à taper. Les groupes de soutien ont généralement une présence sur les réseaux sociaux maintenant. Si on peut trouver des groupes à Savannah d'il y a 5 ou 6 ans. 15 minutes plus tard, nous l'avons trouvé. Une publication dans une communauté de soutien au deuil de Savannah datant de 6 ans. Une femme nommée Théa demandant si quelqu'un avait des informations sur un homme nommé Forrest qui avait assisté à des réunions en 2019, prétendant que sa femme était morte dans un accident de randonnée, avait emprunté de l'argent et avait disparu. 3 villes, 3 femmes mortes, 3 histoires différentes. J'en avais la nausée. J'ai épousé un escroc spécialisé dans les personnes traumatisées. Tu as épousé un prédateur, a corrigé Béatrix. Et maintenant, nous allons nous assurer que tout le monde le sache. Quand j'ai rencontré Sylvie au Tuplo au nez l'après-midi suivant, j'avais un dossier de 5 cm d'épaisseur et un plan qui aurait rendu un procureur fier. Sylvie était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des traits délicats, des cheveux blonds attachés en queue de cheval, des cernes sous les yeux qui témoignaient d'un deuil authentique. Elle avait l'air fragile, comme si un vent fort pouvait la briser. J'ai détesté Forrest encore plus de l'avoir ciblé. Merci de me rencontrer,
dis-je en me glissant dans la banquette en face d'elle. Je sais que cela doit paraître étrange. Vous avez dit que vous aviez des informations sur Opel. Sa voix était douce, avec un accent du Sud, prudente. Vous êtes de la famille? D'une certaine manière. J'ai posé le dossier sur la table entre nous. Je m'appelle Opel. Opel Mercé, et je suis bien vivante. La couleur quitta son visage. Sa tasse de café cliqueta contre la soucoupe alors qu'elle la posait avec des mains tremblantes. Je ne comprends pas, Forrest vous a menti, avouez à tout le monde dans votre groupe de soutien. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti mon permis de conduire, ma licence de vétérinaire, une copie de mon certificat de mariage. C'est mon mari. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Je n'ai jamais eu de cancer. Je ne suis jamais morte. Il a inventé ma mort pour pouvoir infiltrer votre groupe et manipuler des personnes vulnérables. Sylvie regarda les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Non, non, ce n'est pas Forrest ne ferait pas ça. Il le ferait. Il l'a fait. J'ai sorti les publications Facebook imprimées, je les ai étalées devant elle une par une. D'avril à novembre. 26 semaines de mensonges. Et Sylvie, vous n'êtes pas la première. Je lui ai parlé de Charleston, de Joël et des $3000, de Savannah et de Théa. J'ai regardé son visage passer par l'incrédulité, le déni, et enfin une compréhension dévastatrice. Il a dit que j'étais spécial, murmura-t-elle. Il a dit qu'il ressentait une connexion parce que nous comprenions toutes les deux la perte. C'est un parasite. J'ai gardé ma voix douce mais ferme. Il trouve des gens en souffrance et se nourrit de leur traumatisme. Il l'a fait avec vous, avec Joël, avec Théa. Et il l'a fait avec moi, sa vraie femme, en effaçant mon existence pour pouvoir jouer la victime. Les mains de Sylvie tremblaient si fort qu'elle a dû les joindre. Le reste du groupe, Margaret, Richard, Linda. Ils pensent tous. Ils pensent tous qu'ils ont soutenu un véritable veuf. Ils ont ouvert leur cœur, leur portefeuille et leur confiance à un escroc. J'ai sorti le dernier document. C'est une déclaration que j'ai préparée. Elle expose tout. Je prévois d'assister à la réunion de jeudi pour dire la vérité à tout le monde. Vous ne pouvez pas, Sylvie leva les yeux, paniquée. Ça va détruire le groupe. Ces gens, ils sont fragiles. Margaret commence à peine à sortir de sa dépression. Tom a enfin cessé d'avoir des crises de panique. S'ils découvrent qu'ils ont été manipulés comme ça. Ils méritent de connaître la vérité, dis-je doucement. Et ils méritent de le savoir pour pouvoir se protéger. Parce que les hommes comme Forrest, ils n'arrêtent pas. Ils trouvent juste de nouveaux terrains de chasse. Sylvie resta silencieuse un long moment, fixant les papiers étalés sur notre table comme des preuves sur une scène de crime. De quoi avez-vous besoin de ma part, demanda-t-elle finalement. J'ai besoin que vous me laissiez venir à la réunion de jeudi. J'ai besoin que vous me souteniez quand je leur dirai. Et j'ai besoin que vous déposiez une plainte à la police pour l'argent qu'il vous a emprunté. Sa tête se releva d'un coup. Il ne m'a pas emprunté d'argent. Pas encore. J'ai sorti des messages imprimés de l'affaire de Charleston. Mais regardez le schéma. Il établit la confiance pendant des mois. Il crée une intimité émotionnelle. Et puis, une fois qu'il vous a ferré, vient la demande financière. C'est toujours présenté comme temporaire. Toujours une urgence. Toujours quelque chose qui joue sur la sympathie. Le visage de Sylvie se durcit. Il m'a demandé il y a 2 semaines si je connaissais de bons avocats en divorce. Il a dit qu'il aidait un ami au travail dont la femme essayait de tout lui prendre dans la séparation. Il voulait savoir si je pouvais recommander quelqu'un d'abordable. Laissez-moi deviner. Il a mentionné que l'argent était serré à cause des factures médicales de mon traitement contre le cancer fictif. Il a dit que la dette l'écrasait. Il n'y a pas de dette. J'ai sorti nos relevés bancaires communs. Nos finances vont bien. Mieux que bien. Je gagne bien ma vie. Nous avons des économies. Il ne se noie pas sous les factures médicales parce qu'il n'y a pas eu de facture médicale parce que je n'ai jamais eu de cancer parce que je ne suis pas morte. Je l'ai regardé digérer l'information. J'ai vu le moment où la vraie colère a remplacé le choc. Ce fils de... Elle s'est arrêtée, a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Je suis désolé. Je ne jure pas d'habitude. Ne vous gênez pas, j'ai souri sombrement.
Je jure sans arrêt depuis jeudi soir. Elle a sorti son téléphone. J'envoie un texto à Margaret, Richard et Linda. Tout le monde doit savoir avant jeudi. Nous devons être prêts. Il y a encore une chose. J'ai sorti la dernière page. J'ai contacté un journaliste du Asheville Citizen Times. Ils sont intéressés par un article sur les prédateurs dans les groupes de soutien pour le deuil. Ils veulent interviewer les victimes. C'est une chance d'avertir d'autres groupes, d'autres personnes vulnérables. Sylvie leva les yeux, quelque chose de féroce brillant dans son regard. Quand? La semaine prochaine. Après que nous l'ayons confronté jeudi, après que tout le monde sache ce qu'il est. J'en suis. Elle a redressé ses épaules et j'ai vu un aperçu de qui elle avait été avant que le deuil ne la brise. Et j'appelle Joël. Elle mérite de faire partie de ça aussi. Nous avons passé l'heure suivante à nous coordonner. Sylvie a appelé Margaret, qui a appelé Richard, qui a appelé Linda. À 17h, chaque membre du groupe connaissait la vérité. À 18h, nous avions un plan. La réunion de jeudi se déroulerait normalement. Forrest arriverait, s'attendant à sa sympathie et son attention habituelle. Et puis j'entrerais, bien vivante, très en colère, et très prête à regarder son monde fantastique soigneusement construit imploser. Sylvie m'a raccompagné à ma voiture. J'ai failli tomber amoureuse de lui, vous savez. Je pensais que je pourrais peut-être aimer à nouveau, que nous pourrions peut-être construire quelque chose à partir de notre douleur partagée. Il compte là-dessus, dis-je. Il compte sur le fait que les gens sont trop gentils, trop confiants, trop abîmés pour voir la manipulation. Plus maintenant. Elle m'a serré dans ses bras, nous surprenant toutes les deux. Merci de m'avoir trouvé, d'avoir arrêté ça avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. Merci de m'avoir cru. Je l'ai serré en retour. Et d'être assez courageuse pour vous défendre. Je suis rentré chez moi alors que le soleil se couchait sur les montagnes Blue Ridge, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Le camion de Forrest n'était pas dans l'allée. Tant mieux. Je lui avais dit de rester chez son frère, son vrai frère cette fois, celui qu'il avait menti sur le fait de visiter. À l'intérieur, la maison semblait différente, plus légère en quelque sorte, malgré tout. Peut-être parce que je ne portais plus le poids d'un mariage en échec. Je portais le poids d'une rage justifiée, ce qui semblait en quelque sorte plus propre. Mon téléphone a vibré. Un texto de Béatrix. Joël arrive en avion mercredi. Elle veut être là jeudi. Aussi, le journaliste veut te rencontrer demain. Et Opel, je suis si fier de toi. J'ai souri, je me suis versé un verre de vin, un bon cette fois, pas le vin de cuisine que je buvais sous le stress, et je me suis assise sur mon porche arrière à regarder le coucher de soleil. Quelque part là dehors, Forrest paniquait. Réalisant que ses mensonges se démêlaient plus vite qu'il ne pouvait en inventer de nouveaux, se demandant à quel point cela se terminerait mal pour lui. J'ai levé mon verre au coucher de soleil. Pas aussi mal qu'il le méritait, mais on y arrivait. Le jeudi est arrivé comme un jour de jugement habillé de feuilles d'automne et d'air frais de montagne. Je me suis habillé avec soin ce matin-là. Professionnel mais accessible. Blazer marine, chemisier blanc, jean foncé, le genre de tenue qui disait « Je suis une adulte compétente qui n'est absolument pas morte d'un cancer du pancréas il y a 6 mois ». J'ai même porté le collier que Forrest m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Une petite façon de remuer le couteau dans la plaie, si vous voulez. Joël est arrivé chez moi à 17h. Elle était plus grande que je ne l'imaginais, avec des yeux vifs et une poignée de main plus ferme que ce dont Forrest se souvenait probablement. Nous n'avons pas eu besoin de beaucoup de mots. Nous nous comprenions parfaitement. Deux femmes qui avaient été effacées par le même homme pour des raisons complètement différentes. Prête à ressusciter, demanda-t-elle avec un sourire sombre. Prête depuis jeudi. J'ai attrapé mon dossier de preuves. Allons hanter un groupe de deuil. L'appartement de Sylvie était au 3e étage d'un immeuble rénové du centre-ville, le genre avec des briques apparentes et un loyer trop élevé. Quand nous sommes arrivés à 18h45, le groupe se rassemblait déjà. Par la fenêtre, je pouvais voir Forrest assis sur le canapé, une tasse de café à la main, jouant le rôle qu'il avait perfectionné pendant 26 semaines. Margaret a ouvert la porte de Sylvie, ses yeux gentils et complices. Vous devez être Opel. Entrez, ma chère. Nous vous attendions. Le salon est devenu silencieux quand Joël et moi sommes entrés.
La tasse de café de Forrest a glissé de ses doigts, s'écrasant sur le parquet avec un bruit qui a sonné comme un coup de feu dans la pièce calme. Le liquide brun s'est répandu sur le sol comme la silhouette d'une scène de crime. Bonjour, Forrest. J'ai gardé ma voix stable, agréable. Surpris de me voir? Je sais que je suis censée être morte, mais il m'est arrivé un truc drôle où j'ai continué à vivre. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson se noyant dans l'air. Opel, je peux expliquer. Oh, je pense qu'on a dépassé le stade des explications. Je me suis tourné vers le groupe, j'ai vu leur visage passer de la confusion à l'horreur naissante. Je m'appelle Opel Mercé. Je suis vétérinaire ici à Asheville. Je suis marié à Forrest depuis 12 ans, et je n'ai jamais eu de cancer, jamais été malade, et je ne suis certainement jamais morte. Mais apparemment, dans cette pièce, je suis morte depuis 6 mois. Richard s'est levé, le visage empourpré. C'est une sorte de mauvaise blague. Ce n'est pas une blague. C'est une arnaque. Joël s'est avancé. Je m'appelle Joël Whitmore. Il y a 3 ans, à Charleston, Forrest m'a dit que sa femme était morte de leucémie. Il m'a emprunté $3000 pour des frais juridiques et a ensuite disparu quand son travail l'a muté à Asheville. Je le cherche depuis. Margaret s'est affalée sur sa chaise. Oh, mon Dieu. Il y a aussi Théa à Savannah, ai-je continué, en ouvrant mon dossier. Accident de randonnée il y a 6 ans. Même schéma. Établir la confiance. Créer l'intimité. Emprunter de l'argent. Disparaître. Il fait ça depuis des années, ciblant les groupes de soutien pour le deuil parce qu'il sait que les gens y sont vulnérables, confiants et désespérés de créer des liens. La voix de Tom tremblait de rage. Nous t'avons ouvert notre cœur. Nous avons partagé notre plus grande douleur avec toi. Je sais. Murmura Forrest. Je sais et je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé, ça ne suffit pas, Sylvie se leva, sa petite silhouette dominant en quelque sorte toute la pièce. Tu nous as fait croire que tu comprenais notre souffrance. Tu nous as laissé te réconforter. Tu as pris notre énergie, notre temps, notre confiance, des ressources que nous avions à peine, et tu les as utilisées pour nourrir ton ego. Ce n'était pas comme ça, a-t-il essayé. C'était exactement comme ça. J'ai sorti les publications Facebook imprimées. Je les ai laissées tomber sur la table basse comme des accusations. 26 semaines de deuil simulé, de manipulation calculée. Tu n'as pas seulement menti à ces gens, Forrest. Tu as instrumentalisé leur traumatisme contre eux. Linda pleurait maintenant, des larmes de colère coulant sur son visage. Je t'ai parlé des derniers mots de mon mari. Je t'ai dit des choses que je n'ai jamais dites à personne. Et tu faisais juste quoi? Tu jouais la comédie. J'étais seul, dit-il désespérément. Mon mariage s'effondrait. Notre mariage allait bien jusqu'à ce que tu décides que non. J'ai senti mon sang-froid se fissurer légèrement. J'ai laissé la vraie colère transparaître. Je travaillais dur, je construisais ma carrière, j'essayais de nous construire une vie. Et au lieu de me parler, au lieu de te battre pour ce que nous avions, tu m'as fait mourir et tu es allé chercher de la sympathie auprès de gens qui avaient vraiment perdu quelque chose. La pièce était silencieuse, à l'exception des pleurs discrets de Linda et du bruit de la respiration saccadée de Forrest. Margaret se leva lentement, s'approcha de lui. Un instant, j'ai cru qu'elle allait le réconforter. Les vieilles habitudes ont la vie dure chez les aidants. Au lieu de cela, elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Sors. Sors de cet appartement et de nos vies. Tu n'as pas ta place dans un espace destiné à la guérison. Tu es la blessure. » Forrest a regardé autour de lui dans la pièce, cherchant désespérément un allié. Il n'en a trouvé aucun. Même l'univers en avait fini avec sa performance. Il est parti sans un mot de plus, les épaules voûtées, le visage rouge de honte. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic silencieux qui a sonné comme une fin. Sylvie l'a verrouillé. Bon débarras des fantômes qui n'ont jamais été réels. Le Asheville Citizen Times a publié l'article le mardi suivant. Un homme de la région se faisait passer pour un veuf dans plusieurs groupes de soutien à travers 3 villes. Mercredi, c'était devenu viral. Vendredi, 2 autres femmes s'étaient manifestées. Une d'Atlanta, une de Richmond. 5 villes, 5 fausses femmes mortes, une décennie de tromperie. Forrest a perdu son emploi.
Le directeur des RH a déclaré qu'il ne pouvait pas avoir quelqu'un avec un jugement éthique compromis pour gérer les relations avec les employés. L'ironie n'a échappé à personne. J'ai demandé le divorce. Il ne l'a pas contesté. Probablement parce que 3 de ses victimes, dont moi, consultaient des avocats au sujet d'éventuelles accusations de fraude. Il a signé tout ce que je lui ai mis sous le nez, a pris ses vêtements et sa honte et a déménagé Dieu sait où, pour probablement se réinventer à nouveau. Le groupe de soutien a continué à se réunir, plus fort et plus vigilant. Ils ont créé un processus de sélection, ont commencé à vérifier les références, ont bâti un réseau avec d'autres groupes pour surveiller les prédateurs. Sylvie est devenue conférencière lors de congrès de conseillers en deuil, enseignant aux professionnels comment repérer la manipulation. Joël a récupéré ses $3000. Je m'en suis assuré, les prenant sur le règlement du divorce. Quant à moi, je suis toujours à Asheville, je sauve toujours des animaux, je travaille toujours trop d'heures. Mais maintenant, je rentre dans une maison qui est vraiment la mienne, dans un silence qui semble paisible au lieu d'être lourd de sens. J'ai adopté un chien de refuge à 3 pattes nommé Lazare, parce que j'apprécie les bonnes histoires de résurrection. Béatrix dit que je devrais écrire un livre. De la mort au divorce, comment j'ai survécu à ma propre nécrologie. Je lui ai dit que peut-être un jour, quand ce sera drôle au lieu d'être exaspérant. Mais voici ce que j'ai appris en étant tué et en revenant à la vie. Certaines personnes vous effaceront pour devenir le personnage principal. Elles réécriront votre histoire pour l'adapter à leur narration. Transformeront votre existence en un ressort scénaristique pour leur drame émotionnel. L'astuce est de se rappeler que vous êtes l'auteur de votre propre vie. Et si quelqu'un vous en efface, vous vous y réinscrivez. Plus grande, plus forte, plus vivante qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Après tout, on ne peut pas garder une femme bien morte, surtout quand elle n'est jamais morte en premier lieu. Il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas de bien vivre. C'est de vivre, tout court. Visiblement, indéniablement, sans absolument aucune permission des gens qui ont essayé de vous enterrer. Et si ça les hante, eh bien, certains fantômes sont faits pour secouer leur chaîne.